Donc, sur le sommaire, donc, on va traiter la présentation du mise à port, donc ses caractéristiques, d'où ça vient, ainsi de suite. L'application d'isolation sous fondation, l'application en zone sismique et aussi le mise à port, une solution pour lutter contre le radon et l'application du mise à port aussi en substitution de sol pour des problèmes de portance au niveau des terrains. Et le dernier sujet qu'on traitera, ce sera la rénovation du bâti ancien. Donc, mise à port, c'est quoi? Nous, on est un industriel suisse depuis une quarantaine d'années, fortement implanté sur le marché suisse. On a 2 usines en Suisse. C'est un matériau qui est fabriqué à partir de bouteilles de verre usagées. Donc, on a 98% de bouteilles de verre usagées et 2% d'activateurs minéral. Pour survoler la fabrication, donc concrètement, on a des contrats avec des communes. On va récupérer les bouteilles de verre usagées. Ces bouteilles de verre usagées, on va les concasser et les broyer. On obtient une farine très fine qui est mélangée avec 2% d'activateur minéral. Et après, on a une cuisson dans un four à 950 degrés. Donc, le verre fond et la poudre à lever va faire mousser le verre. Et en sortie de four, on obtient un gâteau de verre cellulaire, en fait, qui va se briser en granulats en se refroidissant. Il va se dilater et se concasser. On a plusieurs courbes de granulométrie, à savoir qu'il n'y a pas de concassage, il n'y a pas de criblage au niveau de la production. C'est vraiment le réglage du four qui va déterminer l'épaisseur du gâteau de verre qui déterminera la courbe de granulométrie finale. Donc, on recycle environ 45 000 tonnes de verre usagé pour le transformer en mise à port. Donc, c'est quand même très intéressant puisqu'on va revaloriser un déchet. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau des bouteilles de verre, on pense que toutes les bouteilles de verre sont recyclées pour refabriquer des bouteilles de verre, sauf que quand on veut faire des bouteilles de verre de bonne qualité qui soient parfaitement translucides, on est obligé de fabriquer du verre neuf. Donc, il y a toujours une surproduction en fait, qui se retrouve sur le marché de déchets de verre. Donc, nous, on participe justement à revaloriser ces déchets pour en faire du mise à port. Donc, le mise à port, c'est quoi? Donc, c'est un granulat qui est isolant. C'est un granulat à porosité fermée, très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absorption d'eau, il n'y a pas de remontée capillaire au niveau du produit. Il résiste au gel. Il est drainant. Alors, le granulat lui-même, il n'est pas drainant puisqu'il est totalement fermé, il est totalement étanche. De forme, on a un vide intergranulaire à peu près de 30%, ce qui permet d'assurer un rôle de drainage. Donc, le mise à port résiste à tout type d'agression, il résiste au feu, il résiste aux hydrocarbures, il résiste aux acides. On est vraiment sur un produit totalement imputrescible, il résiste aux rongeurs. Donc, c'est un produit qui est vraiment fiable au niveau de la longévité de l'ouvrage. Un granulat très très léger, donc on est sur une densité de 170 kg par mètre cube et on est certifié par différents organismes. On est certifié en Suisse SIA, certifié en Allemagne DIBT, certifié par un agrément technique européen, à savoir qu'on est sur un agrément technique européen de type CE1, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau d'exigence au niveau des certifications qu'on peut avoir en Europe. Ce CE1 permet de garantir un contrôle qualité rigoureux et en interne au niveau de nos usines et en externe. Donc, on a plus de 100% de notre production qui ont des caractéristiques équivalentes ou supérieures aux valeurs déclarées. Donc ça, c'est un point quand même très important pour garantir la pérennité au niveau des ouvrages. Donc, on a aussi une certification du CSTB. Donc, c'est un avis technique qu'on a depuis maintenant 5 ans. Donc, cet avis technique permet de justifier l'application du mise à port dans le domaine de l'isolation sous dallage et dans le domaine de l'isolation sous radier. À savoir qu'on est le premier et le seul matériau isolant à avoir cette certification-là, CSTB, en application d'isolation sous radier. Donc, il y a une grosse différence entre les certifications type SIA, DIBT et ATE qui vont certifier des caractéristiques intrinsèques d'un produit, c'est-à-dire les caractéristiques de résistance mécanique, thermique et densité et ainsi de suite. Le CSTB, lui, va plus loin puisqu'on va certifier dans son contexte d'application. Il y a un taux d'exigence qui est bien supérieur et pour cela, on a dû faire des essais complémentaires dans des laboratoires. On a aussi une déclaration environnementale. Donc, la déclaration environnementale permet de justifier tout ce qui est énergie grise et empreinte carbone au niveau du produit. Et on est en cours de procédure pour avoir une fiche FDES. Donc, la FDES, c'est pour le marché français.
on va plus loin que la déclaration environnementale. L'idée, c'est vraiment d'aller juste à l'acheminement du produit sur le chantier, sa mise en œuvre et surtout son cycle de fin de vie. Donc la FDES, on est sur la dernière ligne droite, on est en stade relecture, donc elle devrait être publiée, on l'espère, courant juin. Ça a pris un petit peu du retard à cause de la conjoncture. Donc dans le cadre du CSTB, on a fait des essais complémentaires à l'ENPC à Marne-la-Vallée. Donc je vais développer ce point-là qui est assez intéressant. Donc là, c'est une synthèse des essais triaxes qu'on a fait à l'ENPC. Donc c'est Aegis Géotechnique qui a été mandaté pour cette étude. Donc ça consiste à créer des échantillons sur lesquels on a fait des efforts horizontaux, des efforts verticaux, des chargements cycliques pour vraiment mesurer le comportement du produit. Donc, au niveau des conclusions, on peut dire qu'on a un comportement équivalent à une grave conventionnelle ou à un matériau sableux naturel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de justifier l'application du mise à port sous fondation radiée sur tout type de bâtiment, donc autant de la maison individuelle que du bâtiment collectif, et surtout pour tout type de zone sismique. Donc, pour revenir sur la partie empreinte carbone, donc notre fiche FDES en cours de relais un minimum de 100 ans. C'est-à-dire que, en fait, c'est le maximum qui est accordé, c'est la durée de vie de l'ouvrage. Donc, on a fait un petit tableau comparatif entre une solution mise à port, donc à savoir que le mise à port permet de faire la couche de forme et l'isolation. Et de l'autre côté, vous avez donc une couche de forme avec une plaque d'isolation. Donc, on a une empreinte carbone aux alentours de 4,68 kg de CO2 par mètre carré pour une résistance thermique de 3,22. En comparaison, si on prend une solution traditionnelle, couche de forme et isolation, on est sur une empreinte carbone de 51,34 kg de CO2. Donc, concrètement, on a une empreinte carbone qui est à peu près 10 fois inférieure à une solution conventionnelle. Donc, pour ce qui concerne le domaine de l'isolation, donc pour vous mettre dans le contexte, on reste sur des coupes de construction conventionnelle. Donc, à votre gauche, vous avez une coupe de fondation filante longrine d'allage sur terre-plein avec un mur maçonné avec isolation thermique par l'extérieur. On peut constater qu'on a un gros pont thermique linéique au niveau du pied de mur. Donc, il y a différentes méthodologies pour éventuellement réduire ce pont thermique. Par contre, on n'arrivera pas à le supprimer. Donc, quand on est sur de la construction conventionnelle type RT 2012, ce pont thermique n'est pas forcément gênant. Par contre, quand on veut chercher des bâtiments très performants de type Passive House, Minergie, Minergie-P ou même de type E+, C- en E3, C2 par exemple, ce pont thermique, il est non négligeable. Il a un impact assez important au niveau des déperditions de surface. Au centre, vous avez une coupe sur un vide sanitaire. Donc, le même problème, même phénomène, un gros pont thermique au niveau de la longrine. Donc, pareil, il y a différentes techniques pour le limiter, mais il sera toujours existant. Sur votre droite, vous avez une coupe de fondation type radier, où là, il existe des polystyrènes très haute densité qui permettent de faire l'isolation sous radier. Par contre, il y a une obligation de mettre en œuvre une bêche de mise hors gel qui a deux rôles, donc bêche de mise hors gel et en même temps bêche structurelle. Donc, la solution de mise à port, voilà le principe. L'intérêt, c'est quoi? C'est de faire une couche de forme et une isolation directement sous le radier. Ça permet de supprimer en même temps la bêche mise hors gel. Là, on peut remarquer qu'on a une parfaite continuité d'isolation avec absolument zéro pont thermique. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est vraiment l'intérêt, il est vraiment là, quoi. Donc, en plus, on gagne beaucoup de temps sur l'exécution du chantier, puisqu'avec un seul produit, on fait couche de forme, isolation, on supprime la bêche mise hors gel. Donc, on gagne des étapes au niveau du chantier. On vous a mis aussi une coupe d'ossature bois parce que le marché français se développe de plus en plus sur la construction bois, surtout avec la solution mise à port, pour plusieurs raisons. En général, tout ce qui est, on va dire, les bureaux d'études, maîtres d'œuvre, quand ils partent, ou maîtres d'ouvrage d'ailleurs, quand ils partent sur des constructions type ossature bois, ils essayent de se rapprocher sur des constructions écologiques avec des matériaux sains, des matériaux écologiques. Là, on amène vraiment une solution intéressante, alternative à d'autres solutions d'isolation qu'on peut avoir traditionnellement.
Autre gros avantage non négligeable, c'est qu'en ossature bois, on a quand même un gros défaut, c'est qu'un gros manque d'inertie. Le fait d'isoler sous une fondation radiée, ça permet de ramener une grosse masse d'inertie dans le bâtiment. Donc ça, pour des bâtiments performants, c'est vraiment un avantage non négligeable. L'ennemi de l'ossature bois, on connaît, c'est l'humidité et les remontées capillaires. Là, on a une plateforme entièrement en mise à port qui permet une totale rupture de capillarité. On n'a plus aucun contact entre le bâtiment et le terrain naturel. Donc, sur votre droite, vous avez un petit tableau. C'est un tableau qui a été fait par le CESTB pour justifier la suppression de bêche de mise en gel. Donc, c'est un tableau d'équivalence. Donc, sur le tableau, sur la colonne de gauche, vous avez les profondeurs de mise en gel. Donc, si on est dans une zone où il faut une mise en gel, par exemple, à 50 cm de profondeur, proportionnellement, il faudra un débord latéral de 40 cm de mise à port en hydravier. Donc, ça, c'est proportionnel. Si on est en altitude, par exemple, où il faut une mise en gel à 1,20 m de profondeur, il nous faudra un débord latéral en hydravier de 75 cm. Donc, le mise à port, c'est aussi une solution intéressante pour lutter contre le radon. Alors, le radon, c'est un sujet qu'on commence à parler. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles que d'autres. Ça dépend aussi des régions. Donc, le radon, à savoir que c'est la deuxième source du cancer du poumon après la cigarette. Vous avez plus de morts de radon en France que de morts sur les routes. C'est toujours intéressant d'avoir des valeurs de comparaison. Donc, concrètement, sur la coupe de gauche, en construction traditionnelle, on a le radon qui va s'accumuler sous le dallage et ensuite se dépressuriser dans le bâtiment, sachant qu'on est de plus en plus sur des bâtiments avec des fortes étanchéités à l'air et souvent en VMC simple flux. Du coup, on a le radon qui va s'accumuler et ça va être exponentiel au niveau du bâtiment. Donc, la coupe du centre, c'est la solution mise à port. Donc, on n'a rien inventé. On s'est aperçu que c'était une solution pour lutter contre le radon. Concrètement, le radon va être drainé par le vide intergranulaire du mise à port et va tout simplement s'échapper à l'extérieur de la plateforme. Donc, c'est encore un avantage assez intéressant d'utiliser ce complexe radié sur mise à port. Alors, mise à port, c'est aussi une solution intéressante dans des cas de figure de terrain, entre guillemets, un peu pourris, on pourrait le dire. Quand on a des préconisations de puits, de colonnes ballastées, de renforcement de sol, souvent, c'est quelque chose qui peut être très coûteux et très compliqué à mettre en œuvre. Ça peut vite appliquer des plus-values assez importantes sur des projets. Là, le mise à port est utilisé en substitution de sol. C'est-à-dire que ça permet de décharger le terrain pour limiter, pour pouvoir reconstruire dessus. Donc, pour vous expliquer l'approche, 1 m3 de terrain substitué par 1 m3 de mise à port, on récupère à peu près 1,8 tonne de portance. Donc, pour donner un exemple, par exemple, si on a une maison en béton armé qui fait autour de 180 tonnes, on va substituer 100 m3 de terrain, on met 100 m3 de mise à port, on construit la maison, on aura autant de charges avant et après la construction. Du coup, ça permet de pas remédier à d'autres solutions de fondation profonde. Alors, c'est une solution qui est encore assez méconnue des bureaux d'études géotechniques. C'est une approche qui va plus se développer dans le monde du TP pour tout ce qui est problème de glissement de terrain, de substitution de sol, de terrain très faible portance. Des choses qu'on fait d'ailleurs nous-mêmes sur des départementales, des autoroutes. Mais c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer dans le bâtiment. Donc après, le mieux, c'est de se mettre en relation directement avec le bureau d'études géotechniques et qu'il revienne directement vers nous pour qu'on puisse lui donner les éléments. Donc, le mise à port en application en rénovation de bâtis anciens. Donc là, vous avez sur la diapo des photos d'une rénovation qu'on a fait. C'est la cathédrale de Nîmes. Donc, on est sur un monument classé, un beau monument. Donc, la volonté du maître d'œuvre, c'était vraiment d'amener un matériau noble, en fait, puisque mettre du polystyrène ou du polyuréthane dans une cathédrale, on va dire que ça dénote un petit peu quand même. Premier point. Autre point, le gros avantage du mise à port, c'est le fait qu'il soit léger, qu'il soit facile à mettre en œuvre, et surtout qu'on est sur un complexe qui va permettre de faire la couche de forme et l'isolation, et surtout, on peut être sur un complexe qui reste perspirant. Donc, il y a différentes solutions après qu'on peut appliquer par-dessus. Soit on reste sur une dalle en béton traditionnel, mais l'idée, ça serait plus d'aller sur une dalle en béton de chaux, par exemple, ou même une dalle en béton de chaux-chambre, ou une dalle en béton de terre, par exemple. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un complexe qui soit perspirant et qui laisse migrer la vapeur d'eau. On a aussi développé une solution avec Pharmacell
qui consiste à reposer un petit ragréage au-dessus du mise-à-port et directement par-dessus poser des plaques de Pharmacell sol. Donc ça, c'est intéressant pour des petites surfaces à rénover, quand on a des problèmes de hauteur sous plafond aussi, ça permet d'avoir une solution alternative. Et surtout, c'est une méthode qui permet de travailler à sec. Donc ça peut avoir un avantage aussi, ça évite de ramener de l'humidité dans le bâtiment, ça peut permettre de gagner un petit peu de temps sur l'exécution du chantier. Voilà, donc c'était assez court. L'idée, c'était vraiment de faire une approche globale sur le mise-à-port, qui est mise-à-port, ce qu'on fait, les différentes applications dans le domaine de la construction. Donc, on a parlé de ses caractéristiques, on a parlé de l'application sous radier, on a parlé des zones sismiques, on a parlé du radon, de la substitution de sol pour des terrains très faible portance et de la rénovation. Donc, il ne faut pas hésiter à venir directement nous contacter à l'adresse info@misapport.fr. Nous, on est disponible, tout le service commercial est disponible pour vous répondre à toutes questions, si besoin, prendre un rendez-vous, vous établir un devis ou quoi que ce soit. Je vous remercie pour votre participation. Au plaisir, bonne continuation.